Opération antiterroriste au Burkina Faso. L'armée burkinabé a appréhendé 60 suspects dans le nord du pays ce mercredi. Au Sénégal, refus de la Cour d'appel de Dakar de libérer Khalifa Sall. Vous suivrez la réaction de l'un de ses avocats dans cette édition. Signature de l'acte de création d'un organe de contrôle démocratique de la gouvernance du G5 Sahel. C'était au cours d'une réunion de plusieurs présidents de parlement africains au Niger. C'était là le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. L'armée burkinabé a annoncé ce mercredi avoir arrêté 60 personnes suspectes. Leur arrestation s'inscrit dans le cadre d'une opération dans le nord du pays qui, selon l'armée, a permis le démantèlement de bases terroristes. Voici le reportage. Opération antiterroriste au Burkina Faso. 60 suspects ont été appréhendés par l'armée qui mène une opération de bouclage et de fouille de zones suspectes dans la bande frontalière nord depuis le début du mois de juillet. Ces actions conduites avec l'appui des forces aériennes ont déjà permis le démantèlement de bases terroristes et l'interpellation d'une centaine d'individus suspects dont 60 ont été transférés au service d'investigation de la gendarmerie et les autres relâchés. Selon l'armée burkinabé, de nombreux composants dont des explosifs, batteries et fils électriques entrant dans la confection d'engins explosifs artisanaux ainsi que des produits de contrebande ont aussi été saisis. Au cours de cette opération, 3 soldats ont été blessés. Toujours dans la même région, 2 personnes dont le chef d'un village situé dans le nord du Burkina Faso et frontalier au Mali ont été tués par des individus armés mercredi. Longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques fréquentes et meurtrières et des enlèvements dans le nord du pays. Ces attaques se sont étendues à d'autres régions, dont celle de l'Est frontalière du Togo et du Bénin, où sévissent également des hommes armés et des contrebandiers. Au Nigeria, 8 djihadistes présumés en lien avec l'enlèvement il y a 4 ans de plus de 200 lycéennes à Chibok, dans le nord-est du pays, ont été arrêtés. Et selon le commissaire de police de l'État du Borno, les suspects ont tous avoué leur culpabilité. Voici le point. La police nigériane a annoncé ce mercredi avoir arrêté 8 djihadistes présumés en lien avec l'enlèvement il y a 4 ans de plus de 200 lycéennes à Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Au total, 22 membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram ont été arrêtés et présentés au public par les forces de l'ordre à Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, le plus touché par l'insurrection qui ravage la région depuis 2009. Les 14 autres sont soupçonnés d'avoir participé à la préparation d'attentats suicides à Maiduguri et dans d'autres villes du nord du pays. Ils sont impliqués dans l'attaque des filles de Chibok, tandis que les autres font partie des attentats suicides qui ont lieu dans toute la ville. Ensuite, ils ont également avoué des attaques contre Bama, Gwoza, Mombi et d'autres villes. En ce qui concerne les filles de Chibok, c'est 8 d'entre eux qui ont avoué l'enlèvement des filles. Selon le commissaire de police de l'État de Borno, Damian Chokou, ces hommes âgés de 20 à 48 ans, tous originaires de la région de Bama, ont été arrêtés début juillet dans les États voisins de Borno et de Yobe. Il précise que les 8 suspects liés à l'enlèvement de Chibok ont tous avoué leur culpabilité. Il ajoute également que les suspects ont fourni des informations utiles pour arrêter d'autres commandants en fuite de Boko Haram. L'enlèvement de masse de 276 lycéennes de l'internat de Chibok en avril 2014 avait suscité l'indignation du monde entier. Un total de 57 filles avaient réussi à s'échapper peu après le kidnapping, tandis que 107 autres ont pu être retrouvées ou libérées suite à des négociations entre le gouvernement et les insurgés. Les familles restent sans nouvelles d'une centaine d'otages.
Au Sénégal, la Cour d'appel de Dakar a rejeté la demande de liberté du maire Khalifa Sall ce mercredi. La demande était fondée sur l'arrêt de la Cour de la CEDEAO rendu il y a 2 semaines. Selon cet arrêt, le procès en première instance du maire avait été entaché d'irrégularités. Mais le juge sénégalais, lui, a estimé que la Cour d'appel de la CEDEAO n'est pas une Cour suprême fédérale dont les décisions s'imposent aux juridictions nationales. Suivons à présent la réaction de Maître Amadou Ali Kane, avocat de Khalifa Sall. Nous sommes en désaccord avec la décision qui a été rendue. Nous pensons qu'elle est contraire au droit international des droits de l'homme, qu'elle est contraire aux engagements internationaux du Sénégal, qu'elle est contraire à l'ordonnancement juridique du Sénégal. Parce que le Sénégal a ratifié le traité de la CEDEAO, a ratifié les protocoles de la CEDEAO, donc ces actes juridiques font partie du droit national du Sénégal. Il ne s'agit pas d'actes juridiques étrangers au Sénégal. Donc en jugeant, le juge sénégalais doit tenir compte de toutes les implications de ces actes juridiques. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila va prononcer un discours cet après-midi. Ce sera devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. L'Assemblée nationale et le Sénat congolais sont convoqués en congrès ce jeudi pour suivre un message à la nation du président Joseph Kabila. Ce message intervient à 6 jours du dépôt des candidatures à la présidentielle à laquelle il ne peut se représenter selon une décision des 2 chambres. C'est un discours très attendu tant par l'opinion congolaise que par la communauté internationale. Le président est appelé à rassurer l'opinion nationale et la communauté internationale sur sa volonté de respecter l'accord du 31 décembre et la Constitution et à s'engager à céder son fauteuil après les élections du 23 décembre prochain. Ce discours intervient alors que jusque-là, l'accord négocié sous la médiation des évêques catholiques a eu du mal à être appliqué tel quel. L'opposition dénonce les révisions unilatérales de certains points de l'accord et la politique du débauchage qui consiste à intégrer certains opposants, dont l'actuel Premier ministre, dans un front commun pour le Congo. Dans la majorité présidentielle, certains prédisent une amnistie présidentielle pour les détenus politiques et pour tous les opposants qui se trouvent à l'étranger. Reste désormais à voir ce que dira et fera le chef de l'État. Les présidents des parlements maliens, mauritaniens, burkinabés et nigériens étaient réunis à Niamey au cours de la rencontre à laquelle a également pris part le président du Parlement européen en visite au Niger. A été signé l'acte de création d'un organe de contrôle démocratique de la gouvernance du G5 Sahel. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Composé de parlementaires des pays membres du G5 Sahel, la création de l'organe vise, selon les objectifs qui lui sont assignés, à améliorer l'orientation stratégique du G5 Sahel, mais aussi les mécanismes de l'appropriation des objectifs de l'organisation par les populations des pays membres face aux défis sécuritaires et de développement. Nous avons décidé de nous retrouver pour évoquer la situation nouvelle dans laquelle se trouve aujourd'hui le Sahel. Cette zone qui naguère était un carrefour touristique qui fait actuellement face à d'importants défis sécuritaires. Avec les événements qui se déroulent en Libye, le réveil de l'irrédentisme de certains groupes ethniques et surtout le développement du fanatisme religieux, le Sahel s'est trouvé engagé dans une guerre non déclarée qui menace jusqu'à l'existence des différents États qui le composent. Le président du Parlement nigérien a plaidé pour un soutien accru du Parlement européen, dont le président est l'invité d'honneur de la rencontre. Connaissant l'engagement de l'Union européenne pour la sécurité, la paix, le développement et la nécessaire démocratisation des institutions internationales, nous sommes convaincus que votre Parlement prendra activement part à la formalisation de ce contrôle démocratique à travers la création d'une structure interparlementaire appropriée. C'est la principale raison pour laquelle mes collègues et moi-même avons saisi l'opportunité de votre séjour à Niamey pour vous rencontrer et partager avec vous la vision que nous avons du compagnonnage parlementaire du G5 Sahel. Au cours de la rencontre, les parlementaires ont échangé sur l'opérationnalisation de la force militaire conjointe de lutte contre le terrorisme, notamment les mécanismes de son financement et le développement économique de la région. Rappelons que le G5 Sahel a été créé le 16 février 2014 à Nouakchott en Mauritanie. Il regroupe 5 pays, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.
Des townships aux quartiers plus aisés de Johannesburg, l'Afrique du Sud a salué ce mercredi l'héritage de Nelson Mandela. Le premier président noir de l'Afrique du Sud aurait eu 100 ans ce 18 juillet. Voici le reportage. À l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, The Elders, un groupe de leaders internationaux, mène une marche symbolisant le long chemin vers la liberté de Madiba. Des personnalités comme l'ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan, la veuve de Nelson Mandela, Graça Machel, et la petite fille de Madiba, Ndileka Mandela, étaient présentes. Nous nous tenons sur les épaules de géants en Afrique. Alors, cette marche représente pour moi les épaules des géants sur lesquelles on se tient. Je pense qu'il était une grande personne et que personne ne l'oubliera. Il restera dans nos cœurs et nous l'aimons beaucoup. Cette journée est la plus importante de nos vies. Tata Madiba s'est battue pour nous et nous devons montrer notre soutien et faire des actions caritatives et montrer que nous sommes vraiment reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous. Sans lui, un jour comme celui-ci n'aurait pas été possible. Parmi les nombreux hommages à l'icône de l'anti-apartheid, on trouve une mosaïque géante faite de boîtes de conserve au Cap. Ces boîtes, au nombre de 29 000, seront distribuées aux communautés par nos enfants qui comprennent où se trouvent les besoins réels et nous leur faisons confiance pour nous emmener dans ces espaces et soulever la communauté. Chaque année, le Mandela Day, qui coïncide avec la naissance de Madiba dans le village de Mvezo au sud-est de l'Afrique du Sud, est célébré dans la nation arc-en-ciel à coup d'actions caritatives et de discours. Malgré les nombreuses campagnes de dissuasion, les candidats continuent de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe. En Côte d'Ivoire, c'est à Daloa, capitale du Haut-Sassandra, deuxième région ivoirienne la plus peuplée, avec 1,5 million d'habitants, que la route de l'émigration débute pour des dizaines de milliers d'Ivoiriens guinéens, paliens et burkinabés. Suivez plutôt. Rien, il n'y a plus de travail, les scieries sont fermées, il n'y a plus de bois, il n'y a pas ce thème à Daloa. Pour le taxi aujourd'hui, on ne demande pas pour carte d'identité des parents, mais ce n'est pas facile, on ne gagne pas. Rien ne marche. Donc c'est pour ça que moi je vais partir sur l'eau. D'accord à Daloa aujourd'hui que la jeunesse ça va derrière l'eau. Parce que les défenseurs de Daloa ne regardent pas la jeunesse. Aujourd'hui où nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'on compte sur eux aujourd'hui là, et nous abandonnés. Donc aujourd'hui, nous on est prêts pour faire notre vie pour aller derrière l'eau. Ils sont prêts à partir, oui, c'est vrai. Mais ils n'ont rien vu dedans. Ils ont raison. Moi aussi, quand j'étais ici, là, on me disait non, pourquoi il faut partir, Moi, je disais non, il faut que je vais. Mais franchement, c'est que moi j'ai vu, moi seulement, ça me suffit. Mais tout ce que moi je peux dire seulement, ce sont des choses qu'il ne faut pas tenter. Puis aux États-Unis, des journalistes attendent devant un tribunal de Washington où une ressortissante russe comparaît pour avoir tenté d'infiltrer l'appareil politique américain au profit de la Russie, et ce grâce au principal lobby pro-armes des États-Unis. Un nouvel épisode des affaires russes s'est joué ce mercredi dans un tribunal de Washington où une jeune russe adepte des armes comparaît pour avoir tenté d'infiltrer l'appareil politique américain au profit de la Russie grâce au principal lobby pro-armes des États-Unis. Maria Butina, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est accusée d'avoir agi en tant qu'agente non déclarée d'un gouvernement étranger et de complot pour infiltrer des organisations politiques en vue de promouvoir les intérêts de la Fédération de Russie. C'est ce qui ressort de l'acte d'accusation qui fait référence à une organisation militant pour le droit au port d'armes. L'annonce ce lundi de son inculpation était intervenue quelques heures après le sommet entre les présidents américains Donald Trump et russe Vladimir Poutine à Helsinki, où Donald Trump avait semblé exonérer son homologue des accusations de la justice américaine sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle de 2016. Il est depuis revenu sur ses déclarations. Robert Discroll, l'avocat de la jeune femme, a réfuté les allégations, affirmant qu'elle avait coopéré avec diverses entités gouvernementales depuis des mois, tout en se sachant l'objet d'une enquête depuis une perquisition du FBI à son domicile en avril. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. Très vite.